Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de la géopolitique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un numéro consacré aux États-Unis, au bilan géopolitique des 2 mandats de Barack Obama de 2008 à 2016. Et pour ce faire, nous allons discuter avec Fabrice Ravel. Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cette séance, puisque la dernière fois que nous avons évoqué les États-Unis ici même, c'était au sujet de Donald Trump et donc des conditions structurelles qui avaient conduit à son élection. Maintenant qu'on a un peu de recul, il est peut-être temps de revenir sur les mandats de Barack Obama, et notamment en matière de politique étrangère, et donc pour toutes les questions qui sont liées à la géopolitique. Qu'est-ce qu'on peut dire des 8 ans qui se sont écoulés ? Alors, je trouve qu'effectivement, c'est une thématique qui est importante. Parce que c'est vrai que énormément d'articles ou de commentaires sont faits sur les États-Unis d'Amérique, mais uniquement sur l'axe des élections et sur la situation post-électorale autour de Trump, la personnalité de Trump, les logiques de Trump. Et on en finit par oublier qu'effectivement, Barack Obama a été président pendant 8 années, de la première puissance au monde, et de surcroît dans une période qui a été charnière, doublement charnière si vous me permettez cette première précision. D'abord parce que les éléments historiques ou les crises qui ont lieu durant ces 2 mandats ont été importantes, mais aussi parce qu'il succédait, on l'oublie trop, à W. Bush, lui-même ayant été président pendant 8 ans, et qui s'inscrivait dans le 11 septembre et une activité très intense des États-Unis dans les relations internationales. On peut qualifier de surinvestissement des relations internationales de façon unilatérale, avec des engagements en Afghanistan et en Irak. Donc, en fait, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on parle trop peu de ce bilan, alors qu'il peut nous amener sur des explications, et j'ai le sentiment qu'il y a 2 ou 3 axes à travers ce bilan qu'il est nécessaire qu'on appréhende ensemble pour nos étudiants. Alors peut-être pourriez-vous dégager justement ces 3 axes que nous allons traiter aujourd'hui. Alors d'abord, il a soulevé, on peut dire 2 espérances. Il y a 2 aspects forts qui étaient attendus quand Barack Obama a été élu. Il faut se rappeler quand même de la véritable, je crois franchement, on peut dire liesse populaire qu'il y a eu quand il a été 1 élu et puis 2 investi, et de savoir justement quelles étaient ces 2 ruptures. On pensait qu'il allait amener 2 ruptures. Une rupture plutôt par rapport à la morale ou le retour à la morale, et puis une rupture par rapport au lien avec les autres États. Ensuite, ce qu'il faudrait essayer de voir, c'est si pendant 8 ans, il a réussi à mettre une pratique personnelle du pouvoir du président des États-Unis. Est-ce qu'il y a finalement un type Obama ou un modèle Obama dans la pratique des relations internationales? Et enfin, une fois qu'on a revu ça, je pense qu'il faut effectivement, c'est indispensable, commencer à dresser un bilan qui, à mon sens d'ailleurs, va être assez surprenant pour beaucoup d'entre nous. Alors en 2008, Barack Obama est élu. En janvier 2009, il prononce son discours d'investiture. Et là, les attentes sont énormes, notamment autour de cette double rupture que vous avez présentée. Oui, c'est très juste. Alors d'abord, la première rupture, c'est clairement le fait qu'il y a une aspiration à un retour à la morale. Et même aux États-Unis. Il faut bien comprendre que les Américains, eux-mêmes, sont très choqués du fait que là, pendant 8 ans, ils ont donné à eux-mêmes l'impression d'intervenir tout azimut, sans forcément prendre d'ailleurs le temps de réfléchir, toujours de façon militaire ou toujours de façon belliqueuse. Et d'ailleurs, il y a un point central ou un exemple central par rapport à ça, c'est le camp de Guantanamo, où très vite on va mettre des prisonniers, donc généralement des radicaux islamistes, qui ont été prisonniers suite à la campagne en Afghanistan en 2001 ou suite à la campagne en Irak depuis mars 2003. Et ce qui choque beaucoup aux États-Unis, c'est quand même un pays aussi quand même d'avocats et de juristes, c'est que non seulement on est en contradiction avec les traités internationaux, les accords de Genève, mais qu'en plus on est même en contradiction avec les usages, puisque c'est en partie sur un territoire américain ou lié aux États-Unis, sur le droit américain. C'est-à-dire que les modalités de leur arrestation, les modalités qui sont utilisées pour les interner, et on va dire, pour rester pudique, les modalités pour les interroger, sont en totale contradiction avec la morale. Donc là, il y a la volonté d'être en rupture totale. Et vous me permettrez de faire remarquer que ça paraît très positif, très porté de bonnes intentions, c'est quand même un peu plus ambigu dans le sens où ça pourrait permettre dans un deuxième temps aux Américains d'intervenir à nouveau, on va dire, en étant respectables dans le monde. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est la volonté que de faire un table rase du passé. Barack Obama lui-même a appelé ça la politique du reset. On arrête tout. Tout ce qu'on a fait pendant 8 ans, qui a été conflictuel et où on a sans arrêt été finalement en hostilité avec tout le monde,
on reprend des négociations, alors principalement avec la Russie. Donc je rappelle d'ailleurs que c'est intéressant parce que 2008-2012, c'est la période Medvedev et c'est la période où Vladimir Poutine est de par la constitution russe, c'est ça, occulté. Et puis surtout, il y a la volonté... Medvedev était le président à ce moment-là. C'est ça, il y a une inversion. Poutine était devenu le Premier ministre. Exactement. Ce que d'ailleurs Poutine reprochera à Medvedev en disant tu as tendance à te laisser abuser par Barack Obama. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis surtout au Proche et au Moyen-Orient. Il y a le discours du Caire d'Obama en 2009 qui commence par un vibrant salam alaikum. Assalamu alaikum. Quand on se rappelle du contexte de W. Bush, avec son microphone sur les décombres en disant on va venir vous chercher, on sentait bien quand même qu'il y avait une hostilité avec la civilisation musulmane, on était dans une logique de croisée, du Moyen-Âge. Là, il y a une rupture totale, et donc la volonté que de rétablir des liens, y compris surtout avec des pays avec lesquels on avait perdu des liens, même depuis 20 ou 30 ans. Ce qui d'ailleurs n'ira pas sans inquiéter des alliés traditionnels comme Israël qui se demandent dans ces perspectives comment s'aligner. Et là, il y a un point qui est intéressant, c'est que Barack Obama a soulevé une telle espérance qu'il reçoit le prix Nobel de la paix au bout de 6 mois. Ce qui est incroyable, puisque d'ailleurs, par définition, on peut donner le prix Nobel à quelqu'un une fois qu'il a fait quelque chose. Mais je rappelle pour nos étudiants que Barack Obama, président des États-Unis, dirige la plus grande armée au monde, avec un budget de plus de 600 milliards de dollars. Et que d'ailleurs il sera très surpris lui-même de le recevoir, si on veut tout d'un coup mettre un peu dans les anecdotes ou le burlesque, il va le recevoir en pyjama un matin, il va croire d'abord à une blague lui-même, et quand il va faire son discours à Oslo, j'invite nos étudiants à aller le relire, il va bien être obligé de dire qu'à un moment, de son point de vue, un État a le droit de faire la guerre pour éviter que les choses aillent mal. Donc ça veut dire que quelque part, il fait un discours en recevant le prix Nobel de la paix qui a tendance à légitimer à un moment la guerre. Ce qui montre bien le paradoxe. Et à mon sens, le fait qu'il y a une opinion publique qui attend beaucoup plus de lui que ce que spontanément lui avait bien voulu mettre dans ses programmes. On a l'impression qu'en fait, quand il prononce ce discours-là, il ne veut pas s'engager pour les 4 ans à venir, et donc les 8 ans, sachant qu'il sera peut-être dans des configurations où il faudra intervenir. C'est d'ailleurs le premier Obama qui va apparaître durant ce mandat, c'est un Obama plus pragmatique que laisser croire ou espérer son élection. C'est juste. En réalité, ce qui se passe, c'est que très vite, il va y avoir une rupture ou une déception par rapport à ces attentes. Alors après, on verra si effectivement il y a un style Obama qui est le bilan, mais très, très vite, il va y avoir un décalage qui va se manifester concrètement. Alors d'abord, pour ce qui est de la morale, là, il va y avoir plusieurs exemples. Je crois qu'il faut reprendre l'histoire des États-Unis, notamment sur les 4 premières années, avec des opérations commando, avec l'utilisation des drones, et puis avec l'utilisation de la CIA ou de la guerre cybernétique. 3 sujets d'ailleurs qui sont intéressants, puisqu'ils sont en totale infraction avec le droit international. Là, il faut rappeler les faits. D'abord, bien sûr, l'opération contre Ben Laden, donc beaucoup ont tendance puisqu'elle commence à remonter, à ne plus se souvenir que c'est pas sous Bush qu'elle a eu lieu, mais c'est bien sous Barack Obama. Or l'opération sous Ben Laden, c'est quand même le fait qu'on envoie un commando militaire américain de plusieurs dizaines d'hommes en hélicoptère dans un pays totalement souverain, sans lui demander son autorisation, en arrivant dans la ville, en tirant le coup de feu et en partant. Enfin, je veux dire, là on est en contradiction majeure avec le droit international, et en guise de transition, ça nous amène quand même sur l'aspect le plus spectaculaire en termes d'intervention, les drones. Les drones sont la quintessence du non-respect du droit international, puisque par définition, ils font totalement abstraction des frontières, des accords, et Barack Obama et les Américains s'autorisent, aujourd'hui il y en a plus d'1 millier, à aller en Afghanistan, à aller au Pakistan, à aller au Proche-Moyen-Orient, souvent dans des pays amis d'ailleurs, et soit observer, soit carrément d'ailleurs à faire des frappes qu'ils considèrent comme chirurgicales. Moi je rappellerai à nos étudiants que Barack Obama, dans ses attributions de président, signe ce qu'on appelle les kill lists aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en réalité il y a un échelon de commandement, pour parler comme des militaires, qui fait qu'à un moment, les militaires disent à Barack Obama, voilà, telle personne, on l'a repéré, il est à tel endroit, est-ce que vous donnez l'autorisation qu'on l'élimine? Et Barack Obama signe les kill lists de façon récurrente tous les mois. Donc là, c'est aussi quand même un décalage assez assourdissant avec les attentes initiales. Et puis, il y a aussi les opérations des services secrets. Et là, je demande à nos étudiants de revenir vers un ouvrage qu'on avait déjà précédemment évoqué, qui est Obama, guerre et secret, de David Sanger, publié en 2012, où il y a tout un chapitre qui est intéressant sur les virus que les Américains, en collaboration avec le Mossad, les services secrets israéliens, ont cherché à mettre en place dans le programme iranien pour empêcher que les Iraniens aient accès aux armes nucléaires. Donc quand on fait un premier bilan sur la morale, on se rend quand même compte, alors même si après on peut essayer d'arguer sur le fait que c'était pour mieux défendre la liberté ou les intérêts, que là on est en contradiction majeure. Quant à la politique du reset,
elle a très vite été arrêtée. D'abord parce que les partenaires ou les pays avec qui on voulait la lancer étaient peu dans la collaboration, ça faut quand même le reconnaître. Ensuite parce que les Américains ont été rattrapés par la nécessité que défendre leurs intérêts. Et aussi parce que parfois ils ont été amenés à faire une sorte de réel politique. Puisqu'on parlait de l'Iran, par la suite, les Américains vont être obligés de changer un petit peu d'optique. Donc, ces deux ruptures, espérées ou attendues, très très rapidement, alors pour le coup, se sont révélées utopiques. On peut relever certaines ambiguïtés, voire des contradictions dans le discours et la pratique d'Obama, mais pour autant, on peut peut-être essayer de retrouver quelque chose qui serait de l'ordre du style, le style Obama, qui a beaucoup séduit et aux États-Unis et à l'extérieur, un homme qui est un habile diplomate, quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui serait une sorte de ligne de ces deux mandats ? Oui, ça c'est une question qui est importante parce qu'en plus c'est une question qu'on peut se poser sur tous les présidents des États-Unis, a fortiori c'est la première puissance au monde, et d'essayer de voir, avant même d'en voir l'efficacité, s'il y a quelque chose qui apparaît de façon récurrente dans sa pratique ou ses modalités. Il y a énormément d'observateurs, notamment sur le premier mandat. Je crois qu'il faudra qu'on revienne et qu'on insiste. À mon avis, il y a un décalage ou une césure entre la perspective du premier et du second mandat qui se sont efforcés de dresser un peu une sorte de portrait robot ou d'attitude. Et dans un premier temps, beaucoup ont considéré que parce que Barack Obama était très jeune, en termes d'âge, par rapport à la tradition des présidents américains déjà, parce qu'il avait peu d'expérience ou peu de vécu dans la politique, ce qui d'ailleurs avait séduit, qu'il était professeur de droit à Chicago, que finalement il avait peu de connaissances des relations internationales et que c'était un avantage parce qu'il n'était pas prisonnier d'une idéologie ou d'une approche particulière, que donc il était très pragmatique. Je trouve que Justin Weiss, dans son ouvrage Obama, les relations internationales 2008-2012, c'est une lecture qui est intéressante dans le sens où il pousse un peu plus les raisonnements, il montre un Obama, comme vous le sous-entendez et vous l'esquissez dans votre question, qui serait multifacette. C'est-à-dire qui serait capable à la fois d'être dans le multi-pluralisme ou le multi-étatisme, c'est-à-dire on reconnaît qu'on est plusieurs à intervenir, mais qui redéfinit ce que c'est que la notion de puissance américaine, qui serait diplomate, mais qui serait prêt à faire de l'action militaire, qui serait prêt à défendre la paix, mais qui serait prêt on va dire, à utiliser des procédés hors la loi ou non inscrits dans les relations internationales. Donc ça donne l'image de quelqu'un qui effectivement est pragmatique, et si on allait jusqu'au bout de ce versant positif, qui a une vraie réflexion, qui prend le temps d'avoir une réflexion stratégique. Voilà. Il prend le temps d'avoir une réflexion stratégique, ce qui permet finalement d'avoir une réponse appropriée à la question qui est soulevée. Ça, je crois que c'est vraiment la lecture que les observateurs américains et étrangers en ont, et donc c'est globalement quelque chose qui apparaît de façon très positive dans le premier mandat. Dans le deuxième mandat, ça a eu tendance à se renverser. Après 2012, son deuxième mandat, on voit un conflit surgir et qui va quand même s'installer durablement, c'est le conflit syrien. Et là, toutes les qualités d'Obama semblent verser plutôt du côté de l'indécision ou de l'irrésolution. Oui, alors c'est un paradoxe, mais c'est une chose qu'on connaît bien en politique et sur les êtres humains en règle générale, c'est qu'il y a toujours un corrélation assez puissant entre ce qu'on peut percevoir comme une qualité et un inconvénient. Alors, pour aller jusqu'au bout de votre question précédente et en guise de transition sur celle que vous êtes en train de formuler, je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'axe majeur de Barack Obama, c'était le fait de s'inscrire en faux contre ce qu'on a appelé la Pax Americana, qui vient d'un discours de Kennedy dans les années 60 et qui consistait à dire nous, les Américains, on peut agir de façon unilatérale quand on le souhaite pour imposer les intérêts américains, la droit, la liberté partout dans le monde. Et donc, il y a une sorte de conscience de Barack Obama qu'on n'est même plus dans le contexte de la guerre froide, on est dans un monde multipolaire, et que donc, même si les Américains restent une puissance, il va falloir tenir compte d'autres États. Et d'ailleurs, il y a une déclinaison qu'on retrouve sur cette ligne directrice dans un discours qu'il fait auprès de cadets de West Point et d'officiers à West Point. Pour nos étudiants, je rappelle que West Point, c'est l'école qui forme les officiers aux États-Unis depuis plusieurs centaines d'années, et donc dans lequel il dit « Par le passé, on a trop souvent été impétueux. Ce qu'il faut nous reprocher, c'est pas tellement un excès de précaution, mais c'est plutôt le fait que d'avoir trop rapidement cédé à la tentation, ouvrez les guillemets, d'aventure militaire. » Et le terme d'aventure militaire me paraît intéressant, et a fortiori dit devant des militaires. Donc je pense qu'il y a une préoccupation, il y a une sorte de peur ou d'inquiétude à ne pas renouveler le bourbier du Vietnam, puis le bourbier en Afghanistan. Dans un ouvrage
de Bob Woodward, qui a été écrit en 2011, Obama's War, les guerres d'Obama. On voit bien que Obama double les effectifs américains, mais c'est pour sortir plus rapidement d'Afghanistan. Peu importe d'ailleurs quelle est la situation. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, plus pour des raisons financières que pour des raisons géopolitiques. Sachant que la crise est passée par là. Sachant que la crise est passée par là et que vous avez raison de dire qu'en plus, on a tendance à l'oublier, mais que Obama arrive dans la crise de 2008 et qu'en plus, sa présidence s'inscrit dans cette logique. Donc en fait, il y a une peur d'être pris dans un bourbier et il y a le fait peut-être de n'agir qu'à juste titre ou à juste propos. Mais il est vrai que dans son deuxième mandat, pour reprendre votre question, ce qui apparaissait comme une prise de recul intelligente, comme une maturation stratégique, ça va plutôt apparaître comme une sorte d'indécision ou d'hésitation. Et là, il y a plusieurs éléments qui vont conforter cette perspective, et notamment la crise syrienne. La crise syrienne, où on voit un autre acteur rentrer en jeu, c'est la Russie, acteur qui était nettement en recul suite à la guerre froide, et là qui revient en premier plan. Donc si on considère tous les éléments dont on a parlé, quelles seront les grandes lignes de ce bilan quand même aujourd'hui ? C'est assez intéressant parce qu'on est quand même bien obligé, là aussi en guise de transition, d'insister sur le fait qu'il y a eu 2 temps et que par définition d'ailleurs, là on a les 8 années en recul et qu'encore une fois ce qui apparaissait plutôt comme positif aujourd'hui devient non seulement négatif mais presque presque à charge. Et donc là, vous avez raison d'évoquer la Russie, parce que les Russes n'auraient jamais pu intervenir en Syrie s'il n'y avait pas eu l'absence d'une sorte de silence assourdissant, moi j'aime bien ce terme, si vous me permettez, de la plus grande puissance au monde. Je rappelle quand même que les Américains, c'est 49% des dépenses militaires à eux tout seuls dans le monde, et que donc par définition, s'ils ne sont pas là, il y a un vide. Alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est est-ce qu'il y aurait eu des réalisations concrètes ? Mais si on y réfléchit bien sur 8 ans, elles sont d'abord très peu nombreuses. Il y en a globalement 2. Il y aurait, on va dire, la réinstauration de relations diplomatiques, une normalisation avec Cuba. Et puis, il y aurait le traité qui a été mis en place en été 2015 avec les Iraniens. Mais la première réflexion qu'on peut faire par rapport à Cuba, ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que de toute façon, une fois que Fidel Castro mourrait, il y avait nécessairement une normalisation qui allait se mettre en place, puisque en gros, la seule chose qui maintenait Cuba, on va dire, de façon un peu décalée, c'est le fait que la figure légende des révolutions des années 60 était encore vivante, et on sent bien que de toute façon, quel qu'était le président des États-Unis, c'est plus une évolution qui est due au changement de Cuba qu'à une initiative diplomatique américaine. Quant au changement face à l'Iran, je ne suis pas sûr qu'on puisse autant s'en féliciter parce que finalement, c'est un revirement à 180 degrés dans lequel les Américains laissent plus ou moins les Iraniens venir à leur souhait de développement de puissance nucléaire, civile ou militaire d'ailleurs, parce que là, il y a une vraie ambiguïté, à la grande colère des Israéliens qui sont quand même les ennemis, les ennemis de l'Iran, et puis surtout les alliés traditionnels des États-Unis. Donc finalement, on sent bien que c'est fait, qu'on cède du terrain à long terme ou d'un point de vue structurel, il faut essayer de gagner un allié de façon inavouée, parce qu'inavouable, parce qu'on a besoin, on va dire, des chiites pour lutter contre Daesh et les sunnites. Donc en termes de réalisations concrètes, elles sont peu nombreuses. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'on était en train de dire auparavant, c'est-à-dire que là, effectivement, la Syrie cristallise un certain nombre de problèmes. Premier problème, les Américains n'ont pas tenu leur parole, premier point. Deuxième problème, ils n'ont pas défendu la morale à la liberté, tel qu'on s'y attendait, puisque là, par définition, il y a des populations civiles qui ont été massacrées. Troisième problème, on peut stigmatiser le fait qu'il y ait quand même un certain manque de discernement sur la situation. Il faut rappeler quand même que Barack Obama, il a utilisé le terme de rookie. Nos étudiants qui sont des familiers des sports américains savent bien que c'est le terme qu'on utilise pour des débutants ou des gens qui sont en première année en NFL, football américain ou en NBA. Et donc, en gros, il a quand même qualifié Daesh par rapport à Al-Qaïda de rookie ou de débutant. Quand on voit la suite, c'est quand même des propos qui sont plus qu'embarrassants. Et puis enfin, aujourd'hui, il a beaucoup stigmatisé Poutine dans ces dernières années, mais c'est lui qui recrée la puissance de Poutine en lui laissant la place. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, ça nous amène à une situation où avec la suite, qu'est-ce qu'on constate ? D'abord que il y a très peu d'ouvrages qui sont sortis. Moi, je trouve que c'est toujours assez amusant de voir des points qui peuvent paraître anecdotiques. Il y avait énormément d'ouvrages sur le bilan de Barack Obama d'un point de vue international et géopolitique en 2012. Il n'y en a pratiquement aucun en 2016. Ni aux États-Unis,
à Harvard, etc., ni en Europe. Comme si d'ailleurs il y avait une sorte de silence un peu gêné, c'est-à-dire, bon, bah là, on a bien compris. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage de Kissinger qu'on avait évoqué dans des séances précédentes, il n'y a rien. Il y a des perspectives qui a été fait en 2014 de qu'est-ce que devrait être la position des États-Unis dans le monde. Ce qui est quand même une sorte d'écho sur ce qu'il lui fallu faire et qui n'a pas été fait. Il y a un autre point, je pense, qui peut intéresser beaucoup nos étudiants, c'est que beaucoup de dirigeants africains ou d'élites africaines sont ravis de l'arrivée de Trump. Ce qui, évidemment, est une sorte de paradoxe quand on voit les deux personnages. Mais pourquoi cette grille de lecture? Parce que les Africains se disent, bon, on va affaire à quelqu'un qui est uniquement un businessman, mais au moins son avantage, c'est que l'Afrique, ça ne va pas de sa préoccupation. Donc, les Américains vont arrêter d'intervenir sur un continent sur lequel ils n'ont plus envie d'intervenir. Et en plus, s'ils interviennent, c'est uniquement d'un point de vue économique pour investir chez nous. Donc c'est quand même, par rapport à l'espoir qui avait été soulevé de façon lyrique, c'est quand même une sorte de désaveu assez prononcé. Et puisqu'on parle de désaveu, on ne peut pas s'empêcher de penser que Trump a été élu et que par définition, à chaque fois qu'un président est élu, quand c'est pas le même que le précédent, c'est qu'il y a une sorte de désaveu par rapport à la politique précédente. Enfin, je veux dire, qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelque chose là qui est important d'un point de vue interne et externe. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut finir sur une boutade. On sait bien que le slogan d'Obama en 2008, c'était « Yes, we can », ce qui provient d'ailleurs que là, il y avait une charge émotionnelle et un espoir très important. Et ce qui est assez intéressant aux États-Unis, c'est que durant tout l'automne 2016, il y a énormément d'Américains, spontanément dans la rue, enfin, je demande aux étudiants d'imaginer ça en France, affichaient un t-shirt sur lequel était marqué « No, he can't ». Et d'ailleurs, ce t-shirt était vendu à des milliers d'exemplaires, y compris sur le net. Malheureusement, si vous voulez finir sur une boutade, dans les relations internationales, Barack Obama, no we can't. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous achevons donc cette nouvelle séance des Rendez-vous de la géopolitique. Je vous invite à vous reconnecter bientôt pour une prochaine séance. Merci à toutes et à tous.